Bonjour. En fait, dans cette vidéo, je vais parler d'une chose dont les gens font très peu part dans leur vidéo. La notion de citoyen d'un pays. La notion de citoyen qui appartient à un pays. En fait, tous ces derniers temps, on entend tantôt Ali Bongo serait nigérian, adopté par Omar Bongo. Tantôt, Joseph Kabila serait un Rwandais. Tantôt, l'ancien président Amadou Ahidjo serait un Malien. Tantôt. La majorité des personnes qui sont, donc les gens qui sont dans l'armée de la RDC sont des Rwandais. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à avoir une armée, il y a des infiltrés à l'intérieur de l'armée. Et tout cela déstabilise, tout cela donne des raisons à certains chefs d'État de pouvoir mater une partie de leur population, parfois en créant des génocides. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons comprendre la notion de citoyen d'un pays. Je vais prendre le cas du Cameroun. Au Cameroun, par exemple, on a le peuple Peul. On a les Peuls. Les Peuls sont citoyens du Cameroun, citoyens du Niger, citoyens du Nigeria, citoyens du Tchad, citoyens du Mali, citoyens du Burkina. Et en fait, les Peuls sont citoyens de beaucoup de pays à la fois. On a les Moundans. Il y a les Moundans camerounais, il y a les Moundans tchadiens. On a les... En fait, ce qu'il faut savoir, on a les Fang au Cameroun, les Fang Béti. On a les Fang au Gabon. On a les Fang en Guinée équatoriale. Mais si déjà, dans tous ces pays-là, on a des Fang, comment le Cameroun ne serait renié la citoyenneté de ces Fangs-là? C'est-à-dire, si un Fang venait à se présenter comme étant Camerounais, le Cameroun ne serait nié. Je suis désolé, en fait, vous allez m'excuser, je suis dans ma plantation. Actuellement, je profite de la petite pause que j'ai pour faire cette vidéo. Donc, je suis en train de défricher. Actuellement, nous sommes pendant la période des semis. Donc, les premières pluies ont commencé. En fait, actuellement, je suis en plein défrichage. J'ai déjà sémé une partie du maïs. Et je profite de la petite pause. J'ai une petite pause de 15 minutes. Après, ça me lance encore dans le défrichage. J'ai une petite parcelle que je dois finir parce que il faut que peut-être la prochaine fois, je puisse s'aimer cette parcelle-là. Donc, chaque fois qu'on arrive au champ, on découpe des parcelles, des petites parcelles. Hein. Parfois, c'est un petit truc, 25 mètres sur 50. On se décide de défricher ça. Vous voyez, petit à petit. Après, on va encore défricher 25 mètres sur 50. Ça fait un quart d'un hectare. Donc, 50 mètres sur 50, ça fait un quart d'un hectare. Un hectare divisé par 4. Ça veut dire un carré de 50 sur 50. Petit à petit comme ça, jusqu'à ce qu'on termine. Et il y a un Camerounais, Charles Onana. Il insiste beaucoup sur le fait que si par exemple le président Félix Tshisekedi n'arrive pas à bien gouverner, c'est simplement parce que son armée est infestée de traîtres, a été infiltrée par le Rwanda, par les Rwandais. Moi, je voudrais balayer cet argument-là. Je vais faire ça, je vais balayer d'un revers de la main en justifiant. En fait, les soldats sont des soldats. Et vous devez savoir une chose, c'est que il y a une chose qui est primordiale pour les soldats, c'est la psychologie. Si par exemple, peu importe ce que vous allez dire à un soldat, peu importe là où il a été formé, en fait, chacun se tourne toujours vers là où il y a le plus ses intérêts. Moi, je me dis que si par exemple, le président Félix Tshisekedi essaye d'appliquer une bonne politique pour son pays, je suis convaincu que tout ce qu'on dit que les infiltrés là, il n'y a pas question d'infiltrés dans une armée. Je vais vous expliquer, dans le fond, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe au Congo, en RDC, c'est la même chose qui se passe au Cameroun, c'est la même chose qui se passe dans la plupart des pays africains. Les dirigeants et les hauts gradés de l'armée
ont des possessions, des concessions minières. Je précise bien. Ce qui se passe en RDC, ça se passe au Cameroun, ça se passe en Centrafrique, ça se passe au Gabon, ça se passe dans beaucoup de pays. Les hauts gradés de l'armée, les hauts fonctionnaires de la République ont des concessions minières. Et lorsque ces personnes-là ont des concessions minières, leurs intérêts sont en jeu. Lorsqu'il faut déguerpir toutes les personnes, et ils ont le business qui traite avec, par exemple, la garde de certaines mines. Vous voyez, par exemple, imaginez un instant, c'est un puissant business que les généraux et les hauts gradés ou les membres de l'administration et députés de l'administration congolaise. Imaginez un peu tout ce grand business, c'est un puissant business. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre, c'est-à-dire la quantité de soldats que ces gens-là utilisent uniquement pour protéger leurs biens qui se trouvent au niveau de l'est de la RDC, dans les mines. Et on ne peut pas, lorsque vous allez envoyer par exemple un soldat en guerre, qu'il parte combattre, un soldat qui est habitué à garder, par exemple, qui joue le rôle de gardien depuis des années et qui mange derrière le hop-eye qu'il fait. Donc, par exemple, derrière, par exemple, le fait d'arracher quelque chose, quelques trucs aux personnes qui passent, le fait d'anarquer, de jouer, d'user de la corruption pour vivre, pour bien manger. Vous venez dire à celui-là qui doit aller au front. Alors que d'habitude, il n'est pas là. Ce n'est pas son travail. Il n'est pas habitué à ça. Vous allez penser qu'il est infiltré. Non, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que Félix Tshisekedi n'a pas eu de très bons conseillers. Je vais dire ça comme ça. Et c'est là où je vais dire à M. Charles Onana, il n'a pas raison de penser qu'il y a des infiltrés. Que ce soit des Rwandais qui se trouvent dans l'armée congolaise. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, si je suis dirigeant, par exemple, d'un État, si j'avais que j'étais dirigeant d'un État, peu importe si n'importe quel citoyen vient et qui veut travailler, qui veut porter les couleurs du drapeau, personnellement, je vais faire en sorte qu'il travaille pour moi. Il ne sera pas un traître, il ne sera pas un infiltré. Le problème, c'est comment on traite les soldats. Comment les soldats sont traités. Comment, par exemple, ceux-là, s'ils voient que les hauts gradés restent cachés et que ce sont eux qu'on envoie constamment au front, eux, ils vont perdre leur vie. Les hauts gradés, ceux-là qui mangent l'argent du pays, ceux-là qui, par exemple, profitent des biens du pays, ceux-là, par exemple, qui profitent de tout ce qui est important et intéressant dans le pays. Qu'est-ce que lui gagne en payant sa vie pour ça? C'est ça, les soldats sont démotivés. Ils ne sont pas motivés. Et c'est la raison pour laquelle les soldats fuient. Et tout dépend du moral qu'ils ont. Parce que il y a aussi un autre problème. C'est la désinformation. C'est les tactiques de guerre. Aujourd'hui, par exemple, il y a une partie de la guerre qui se joue sans les armes. C'est la communication. Et cette communication-là, j'ai l'impression que le camp du président Félix Tshisekedi, il n'utilise pas cette communication pendant la guerre. Je parle de la communication sur le terrain, c'est-à-dire le renseignement. Les populations, si elles sont opprimées, ou si elles sont constamment opprimées par les soldats, certains soldats auront tendance à cacher les informations à ces soldats-là et à souhaiter tout le malheur pour eux. Or, si par exemple les populations collaborent ou bien les soldats collaborent avec les populations, il y a de fortes chances que les populations puissent les cacher, que les populations puissent par exemple les protéger et que les populations puissent leur donner les meilleures informations possibles. J'explique un scénario. Imaginez un instant que par exemple le système utilisé par les M23, qu'ils se déshabillent, qu'ils portent les tenues, mettent dans le sac et ils traversent les barrières. Ils partent maintenant encercler les troupes et ils portent leur tenue. Imaginez par exemple, c'est un système utilisé par la guérilla. Et ce système de guérilla, je ne pense pas que les soldats, ils seront surpris parce qu'ils ne les ont pas vus passer. Or, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un système de renseignement bien poussé, il y a de fortes chances que les villageois, les personnes du village puissent communiquer aux soldats. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que si, par exemple, les troupes ne sont pas suffisamment bien nutries, c'est-à-dire s'il n'y a pas la nourriture et les primes pour ceux qui sont au front,
les gens risquent de ne pas bien combattre, les gens ne seront pas motivés. Et ça, à savoir si les primes arrivent au niveau du front. Si, par exemple, les soldats ont suffisamment leurs primes. Et c'est à savoir si les soldats ont suffisamment leurs primes. Parce que l'essentiel n'est pas d'envoyer les troupes en guerre. C'est pas de les envoyer, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que les troupes doivent être motivées. Et par exemple, les tenues, les armes, les munitions. Et il faut, par exemple, constamment ravitailler les troupes. Parfois, par exemple, si les troupes ne sont pas bien nutries, comme j'ai dit, si par exemple il manque de ravitaillement, ou si le chef confisque leur nourriture, ils ne seront pas motivés à combattre, parce que tu ne peux pas combattre avec la famine à l'intérieur du ventre. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Et je ne sais pas. Bon, les gens, peut-être, à l'extérieur, ont tendance à vouloir accuser simplement l'infiltration. C'est facile de dire ça. C'est très facile. Pour ceux qui ne savent même pas ce que c'est que le front, pour ceux qui n'ont jamais participé, ceux qui n'ont jamais été dans un terrain d'hostilité, où par exemple il y a la guerre, c'est facile pour eux d'accuser les autres. De dire c'est l'infiltration, de dire c'est l'étranger. C'est facile parce que c'est le moins cher des politiciens, c'est le moins cher des analystes de voir que ce sont les populations, par exemple tous ceux qui sont infiltrés dans l'armée. Non, si ces populations sont bien traitées, ils précisent bien s'ils sont bien traités, chacun cherche là où il a ses intérêts. Si ces populations qui sont dans l'armée, les RDC sont bien traités, ils vont défendre les intérêts de la RDC. Mais s'ils sont maltraités, ils ne pourront pas défendre les intérêts parce que qu'est-ce qu'ils gagnent? Et vous ne devez pas penser que peut-être que ces gens-là vont toujours chercher. Eux tous ne sont pas d'accord avec ce que Paul Kagame fait, par exemple au Rwanda. Donc si ces populations, si ces soldats sont bien nutris, ils vont combattre comme il faut. Donc en fait, c'est pour attirer l'attention des personnes qui analysent, en disant que peut-être ce sont les étrangers qui sont à l'intérieur de l'armée, qui font en sorte que chaque fois, non, c'est pas ça. Chacun cherche là, il va bien gagner sa vie. Si par exemple, même les Congolais qui sont, parce que le M23 est constitué, c'est une milice qui est constituée de tout le monde. Les gens sont bien payés, les gens sont bien nutris. Bon, maintenant, c'est au tour, par exemple, de M. Félix, du président de la RDC, de comprendre que lui aussi peut faire autant. C'est-à-dire, il peut faire en sorte que les soldats soient bien payés, bien nutris. Et que les soldats soient constamment ravitaillés. Et que les gens aient leur ration, que les soldats aient leur ration convenablement. Et que, par exemple, aussi, il y a un autre paramètre que beaucoup de politiciens, beaucoup de personnes qui gèrent les pays ne comprennent pas. Il y a une stratégie marketing pour attirer beaucoup plus de jeunes dans l'armée. C'est la qualité de la tenue. C'est une belle tenue. En fait, en ayant une belle tenue, il y a de fortes chances d'attirer beaucoup de jeunes dans l'armée. C'est-à-dire la combinaison, par exemple les chaussures, tout ça comme ça. Par exemple, un cas simple. Observez le cas du BIR, le bataillon d'intervention rapide du Cameroun. Beaucoup de jeunes raffolent d'entrer dans le BIR. C'est un concours que lorsqu'on fait, si on a besoin de 5000 candidats, on va se retrouver peut-être avec 30 000 postulants. Pourquoi? Parce que tout le monde admire d'entrer dans ces corps d'élite. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et même s'il y a un étranger dans le BIR, nous, ça ne nous dérange pas. Tant qu'il peut défendre les intérêts de la nation, tant qu'il peut aller partout où besoin se fait sentir pour défendre les couleurs de notre pays, nous, on n'a aucun problème. Qu'il soit congolais, qu'il soit dans n'importe quel pays, tant qu'il accepte qu'il est camerounais et qu'il peut défendre notre nation, nous, on n'a pas de problème là-dessus. Donc, moi, je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi, quel est l'intérêt on a toujours de vouloir créer du tribalisme, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent se détester. Quel est l'intérêt? Parce qu'on va se positionner comme peut-être étant un bon analyste. Moi, je crois que dans le fond, notre rôle, notre souhait, c'est de voir les peuples vivre ensemble. C'est de faire en sorte que même des peuples qui ne s'entendaient pas au départ puissent s'entendre. Que les gens qui ne se comprenaient pas puissent se comprendre et qu'ils puissent vivre ensemble. Voilà notre souhait, voilà notre plus grand souhait. Quel est le plus grand héritage qu'on peut laisser à nos enfants, à nos petits-fils? C'est par exemple des pays dans lesquels il fait bon vivre, où par exemple tout le monde a le travail, tout le monde travaille, tout le monde gagne sa vie, où par exemple les gens s'épanouissent, où par exemple la délinquance est presque à zéro,
où par exemple la criminalité a diminué considérablement, où par exemple les gens se nourrissent bien, les gens se soignent bien, les gens s'éduquent bien. En fait, une société moderne, si on peut dire comme ça. Voilà ce qu'on peut. Et puis, s'il y a de l'harmonie dans la société, voilà encore où les gens s'épanouissent correctement. Voilà. Donc, personnellement, je crois que il y a un grand défi, un grand challenge qui attend le président Félix Tshisekedi et aussi d'autres chefs d'État africains. Ils ont des grands défis à relever. C'est pas facile de gérer, par exemple, c'est pas facile, on le sait, mais on sait que avec les efforts, c'est possible de s'en sortir. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez. Il n'y a que 2% de personnes qui voient nos vidéos qui sont abonnées. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Parce que là, ça montre à YouTube que nous sommes en train de faire quand même quelque chose qui vous intéresse. Et partagez le maximum possible cette vidéo. Partagez. Partagez-la. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Mais je ne vais pas m'arrêter là sans attirer l'attention des personnes. De certaines personnes concernant le leader camerounais, Ernest Ouandjé. Et puis les populations du Grand Mungu. En fait, je ne sais pas si c'est une conspiration qui est montée contre les populations d'une région du Cameroun. Je ne sais pas si c'est peut-être un génocide qui est en train de se préparer par rapport à cette population-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que il y a des personnes qui se disent, qui ont déposé, bon, elles disent qu'elles ont déposé une plainte contre certains ressortissants de la région de l'Ouest. Mais quand elles parlent, dans leur façon de faire, donnent l'impression qu'elles sont tribalistes parce qu'elles généralisent. Et ces personnes-là ont voulu, par exemple, diviser. Pour mieux régner, disent que l'Ouest n'est pas, le Bamileke n'est pas un tout. C'est une division, c'est des compartiments, il y a les Bafang, il y a les ceci, mais quand tu dis Bamileke, ce sont les ressortissants d'une région. Et n'importe lequel se sent impliqué. Donc, et il faut savoir une chose, c'est que il y a certains Bamileke qui étaient dans la résistance pour défendre les intérêts du Cameroun à la fin de la colonisation. C'est-à-dire ceux qu'on appelait les révolutionnaires. Et il faut savoir une chose, c'est que ces révolutionnaires, c'est des personnes que le bilan, c'est-à-dire les rapports, ne peuvent pas être positifs de la part de l'État du Cameroun et même de la part de l'État français. Il n'y a personne qui peut donner un rapport positif par rapport à ces révolutionnaires-là. Personne ne peut donner un rapport positif dans la mesure où c'est des personnes que tout le monde était contre ces gens-là. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que la bataille est quittée de l'ouest du Cameroun pour aller vers le littoral, dans le Mungu? C'est simple. Étant donné que l'armée française, sous couvert de l'armée camerounaise, ce qu'il faisait, c'est qu'il décimait carrément les populations de la région de l'Ouest. Et ça faisait que les populations étaient obligées de se déplacer pour le littoral. Et vous devez savoir une chose, c'est que la grande bataille a commencé avec Ruben Oumyobé. Et Ruben Oumyobé était au littoral. Donc, ça fait que les populations avaient tendance à vouloir aller là où le front pouvait encore aller, là où il fallait encore recruter, parce que l'État du Cameroun matait les populations, faisait tout pour regrouper, intimider, faisait peur aux populations, traumatisait les populations, terrorisait les populations. À ce moment-là, ce sont les Français derrière les Camerounais. Parce qu'il faut savoir que la plupart des officiers de l'armée française qui étaient là, beaucoup ont été décimés par la résistance. Beaucoup, je précise bien, beaucoup sont nombreux qui ont été décimés par la résistance. Parce que nos grands-parents nous ont parlé de cette guerre-là. Ils nous ont parlé de la résistance. Ce n'était pas dans ce qu'on vous raconte, ce que vous voyez dans les livres. Non, n'a pas grand-chose à voir avec la vérité. Parce que la vérité est tout autre. Ils étaient traumatisés. Les gens qui sont venus même un peu faire en sorte que la donne change, ce sont les Camerounais qui sont entrés là-dedans. Qui sont entrés dans la danse. Ce sont eux qui ont un peu diminué les atrocités qu'on faisait subir à ces gens-là. Donc, c'est tout à fait normal de comprendre que l'État du Cameroun ne puisse pas, de l'époque, ne puisse pas accepter de reconnaître Ernest Ouandjé comme étant un révolutionnaire. Les gens posent la question que pourquoi lui voulait continuer. Ça, c'est le travail que, par exemple, la question que
le général Semeng a posé au journaliste qui l'interviewait. Je crois que c'est un journaliste suisse, si je ne me trompe pas. Il a eu des demandes que, en fait, le Cameroun était indépendant. Pourquoi encore entrer dans la résistance? C'est simplement parce que il ne faut pas oublier qu'on a été trahi par la Russie. Parce que les résistants ont été trahis par la Russie, par l'URSS. Parce qu'il faut reconnaître que cette guerre pour l'indépendance était en même temps aussi comme un peu la guerre froide. C'était à la période de la guerre froide. Et les Ernest Ouandié et les autres étaient soutenus par la Chine et les pays communistes. Et cela a été mal vu par les États-Unis, la France et tous les autres libéraux. Le capitalisme est libéral, alors que le communisme n'est pas libéral, n'est pas un système libéral où on peut permettre aux individus de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se développer leur potentiel, leur capacité. Donc, c'était pour attirer l'attention que les Russes ont trahi les rebelles, les révolutionnaires camerounais. Ce sont les Russes qui les ont trahis parce que les Russes ne les ont pas ravitaillés. C'est-à-dire l'URSS de l'époque. Ils ne les ont pas ravitaillés, ils ont trahi, et c'est même pour ça. Parce qu'on se pose la question, comment se fait-il que, qui a trahi Ernest Ouandié? Ceux qui ont trahi Ernest Ouandié, ce sont les mêmes gens, les traîtres, ceux qu'on appelle les traîtres. Ce sont les personnes qui pensaient que, donc on sait, vous savez, on sait les gens qui ont trahi Ernest Ouandié. Et ces gens-là sont tels qui viennent maintenant aujourd'hui, avec l'aide de l'armée française, chercher à mettre encore un conflit entre les populations du Cameroun. Il faut être attentif à ce qui arrive. Emmanuel Macron était au Cameroun en 2022 et il ne venait pas en Afrique pour rien. Il avait un objectif, un calendrier, un agenda. Et je crois que la meilleure des choses, c'est toujours de diviser pour mieux régner. Il avait dit en 2022 qu'il devait, en fait, il nous a fait comprendre qu'il avait demandé qu'on libère. Donc en fait, c'est qu'il a le pouvoir, il a la main mise sur les dirigeants africains. Abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement, Inch'Allah.